Les transporteurs burkinabés mis à contribution dans la lutte contre le terrorisme. La mesure fait partie des dispositions prises par le ministère en charge de la sécurité. Comment cette mesure est-elle mise en œuvre à Bobo-Dioulasso? Des éléments de réponse dans cette édition. Dans l'actualité également, la conférence nationale de la jeunesse burkinabé s'est ouverte ce matin. À Ouagadougou, les représentants des jeunes des 13 régions du Burkina Faso réfléchissent sur les actions à mettre en œuvre en leur faveur. Voilà pour la une de ce 13h15 sur la RTB. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous suivre. Tout d'abord, sachez que le 26e sommet de l'Union africaine s'est ouvert ce samedi 30 janvier 2016 à Addis Abeba. En marge de ce sommet, le président du Faso Roch, Marc-Christian Kaboré, a eu un tête-à-tête avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Les deux dirigeants ont échangé sur les relations entre les peuples burkinabés et ivoiriens. Cette session de l'Union africaine est une occasion pour nous d'échanger sur les voies et moyens de consolider les relations d'amitié et de fraternité qui existent entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, a déclaré le chef de l'État burkinabé. C'est la raison pour laquelle il émet également le vœu que les deux pays travaillent à rétablir la confiance au sommet de l'État et entre les deux peuples. Nous y reviendrons certainement dans notre édition de 20h. Et nous mettons le cap sur Bobo-Dioulasso pour faire le constat sur les mesures sécuritaires dans les gares routières. Vous le savez, depuis les attaques terroristes au Burkina Faso, les transporteurs sont mis à contribution pour lutter contre ce fléau. Au nombre des mesures édictées par le ministère en charge de la sécurité intérieure, il y a les fouilles et la vérification des identités des passagers. Comment ces mesures sont-elles mises en œuvre dans la ville de Sia? Le constat avec Lamine Karantao et Sanoua Christine Koulibaly. De son bureau, Modibo Sidibé, chef d'agence transport d'une société de la place, a une vue d'ensemble sur ce qui se passe dans cette gare routière grâce à une dizaine de caméras de surveillance. Nous, on avait déjà un système de sécurité, on a des caméras de surveillance partout au sein de notre société. Ça, c'est sur le personnel et puis les personnes, les clients qui viennent au niveau de notre compagnie. Là, on a un système de sécurité aussi sur les bagages. Donc, tout bagage qui vient à Raimo est fouillé. Donc, à n'importe quel moment, quand l'attentat est venu aussi, donc c'est toujours la même continuité. Pour certaines sociétés, l'on s'active pour l'application des mesures sécuritaires prises par le gouvernement. Pour le moment, pour être sincère, on n'est pas trop au top parce que bon, on a essayé de voir avec un policier à la retraite et puis un gendarme à la retraite pour venir surtout nous aider à renforcer nos systèmes sécuritaires ici. Mais auparavant, je travaille avec une maison aussi de vigile. Donc j'ai vu le responsable aussi qui nous a suggéré de payer les bâtons de détecteurs de métaux dont nous en avons commandé. Mais maintenant, bon, pour le moment, c'est surtout l'inspection des bagages avant les chargements et surtout la fouille qui se fait de façon manuelle. Une fouille différemment appréciée par les passagers. C'est normal qu'on contrôle chacun de nous qui voyage, on n'en sait jamais, on ne sait pas qui est qui. Hier, on a rencontré une situation ici, un monsieur qui n'a pas voulu qu'on le fouille parce que lui est un habitué de la gare. Il n'y a pas de raison que subitement on vienne le fouiller, on vienne voir ce qu'il veut transporter. La feuille de route nominative des passagers, la vérification des identités sont d'autres mesures sécuritaires que les sociétés disent prendre au sérieux. Quand nous finissons de charger, nous rentrons et nous recensons ceux qui n'ont pas de pièces. Nous demandons d'identifier, de décliner leur identité. On a un commissariat juste ici. Nous leur demandons d'aller faire une déclaration de perte. Du guichet jusqu'à l'embarquement du car. Celui qui n'a pas de document n'a pas droit dans le car. On le descend directement. Des efforts qui pourront être vains si les conducteurs n'arrêtent pas d'embarquer les passagers à tout bout de champ. Dans tous les cas, ceux qui échapperont à toutes ces mesures initiales trouveront certainement devant eux les forces de défense et de sécurité plus que jamais actives sur les axes routiers.
Quelle peut être la contribution des organisations de la société civile dans la mise en œuvre du droit international humanitaire? La question est au centre d'une formation organisée par le ministère de la Justice au profit des OSC de la région du Plateau central. L'objectif est de les outiller sur les règles du droit international humanitaire. À la suite de cette formation, les OSC pourront apporter leur appui nécessaire aux populations en cas de conflit ou de catastrophe. Paul David Bambara et Ramatou Zida. En cas de conflit armé, les victimes sont le plus souvent les populations civiles. Face à ce constat, le ministère de la Justice, des droits humains et de la promotion civique vulgarise les règles de droit international avec les populations. Il s'agit pour le département de donner aux organisations de la société civile du Plateau central les rudiments nécessaires pour qu'en cas de catastrophe, elles puissent servir de moyen de secours pour les populations. Déjà, il faut faire connaître ce que c'est que le droit international humanitaire, qui est très loin de ce que nous voyons couramment, l'action humanitaire que mène la Croix-Rouge. Ensuite, il n'y a qu'au niveau national, à la faveur de nos engagements, il est mis en place une structure qui s'occupe de la diffusion et du suivi du droit international humanitaire. Enfin, et pour l'essentiel, nous avons pensé qu'il était très bien que nous disons à ces participants, en tant qu'organisation de la société civile, qui peuvent être des relais, quel doit être leur rôle en cas de situation de besoin. Cette formation fait suite à une tournée entamée depuis 3 ans dans les différentes régions du pays pour informer et sensibiliser les OSC. Elles ont une mission de surveillance et se doivent d'identifier les catégories de populations à protéger, l'étendue de la protection et les accompagner après le conflit vers l'indemnisation, la réparation, mais aussi la résilience. Des jeunes réfléchissent depuis ce matin sur les actions qui doivent être menées en leur faveur. Et c'est à l'occasion de la Conférence nationale de la jeunesse burkinabé. Les jeunes venus des 13 régions du Burkina Faso vont échanger et proposer aux dirigeants des orientations pour la promotion de cette frange de la population burkinabé. Sur l'ouverture de cette rencontre, le reportage de Issa Kafando et Yarki Teda. C'est une conférence placée sous un double signe, relever les enjeux des secteurs de la jeunesse, de la formation professionnelle et de l'emploi, et ensuite définir les défis pour assurer une promotion des 10 secteurs. Les participants à la rencontre de Ouagadougou se doivent alors d'analyser sereinement les actions en phase avec le cadre institutionnel et organisationnel actuel du département en charge de la jeunesse, de la formation et de l'insertion sociale. C'est conscient de ce que nous devons pouvoir réaliser ensemble comme résultat, qu'il faut que les professionnels se retrouvent et qui réfléchissent sur ce thème et dégagent ensemble les stratégies qui conviennent. L'initiative est des professionnels de la jeunesse, de l'emploi et de la formation avec pour objectif s'unir pour un but, être l'avant-garde des solutions aux problèmes des jeunes. Nous avons 3 cellules techniques. Cellule technique emploi, cellule technique jeunesse et cellule technique formation professionnelle. Pour pouvoir donc réfléchir vraiment par secteur, pour essayer de voir déjà tout ce qui se fait actuellement, est-ce que ça répond effectivement donc aux besoins des jeunes. Ils entendent, au sortir de la rencontre, dégager des actions qui se démarqueront de la démagogie et de la séduction, mais qui feront de la jeunesse burkinabé une force motrice, autonome et responsable pour le développement. Pour ou contre un quota des jeunes sur les listes électorales, la jeunesse burkinabé constitue un acteur de changement ou des instruments des politiciens. Ces 2 questions ont constitué les thèmes d'un concours de plaidoirie sur les droits des jeunes au Burkina Faso. Ce concours vise à renforcer la participation des jeunes aux instances de décision. Il a été organisé par l'Institut général Marc Garango pour la gouvernance et le développement. Des précisions avec Yacouba Gamine et Oumou Sissi. Un quota pour les jeunes sur les listes électorales, cette jeune fille et les membres de son groupe disent non. Pour eux, la jeunesse doit se battre pour mériter sa place. Le quota serait une dichotomie de notre société. Nous ne voulons pas une division de notre société. Nous ne voulons pas la fragilité de notre union. Cela se passe au concours de plaidoirie sur les droits des jeunes au Burkina Faso.
Une occasion pour ces jeunes de défendre leur place dans la dignité afin d'être de véritables acteurs de changement et non un instrument de politiciens. Les avis sont partagés, notamment la question du quota. Et vous avez vu que les équipes qui ont plaidé ont en général désapprouvé cette option, ont plutôt mis l'accent sur le renforcement des capacités des jeunes, l'engagement des jeunes comme instrument pour leur permettre d'être véritablement des acteurs de premier plan dans la gouvernance politique. Ce concours de plaidoirie sur les droits des jeunes au Burkina Faso est l'initiative de l'Institut général Tiemoko Marc Garango pour la gouvernance et le développement, IGD, en collaboration avec la Fondation internationale du Parti du Centre suédois. Le Conseil des femmes à burkinabé a fait une analyse sur la place du genre pendant les élections législatives de novembre dernier. Les résultats de cette analyse sont contenus dans un document dont le contenu a été présenté aux journalistes. Le Conseil des femmes du Burkina Faso compte désormais sur les hommes et les femmes de médias pour vulgariser les résultats de cette étude. Les échanges avec la presse ont eu lieu hier à Ouagadougou, Daouda Ouattara et Kadi Sanogo. Cette conférence de presse fait suite à un atelier de restitution d'une étude sur l'analyse genre des élections législatives du 29 novembre 2015. Initié par le Conseil des femmes du Burkina, l'objectif visé par cette rencontre est d'échanger avec les hommes des médias afin qu'ils puissent vulgariser le contenu de ce document. Une étude qui veut promouvoir les droits politiques des femmes et sa participation citoyenne à la gouvernance. Toute l'importance pour nous de cette conférence, c'est vraiment d'échanger à bâton rompu avec la presse. Et parce que c'est un cri de cœur, nous voulons vous avoir, vous en tant que presse, là, avec nous, les femmes. Parce que le problème majeur, c'est que soit la femme n'est pas bien comprise, soit il y a une faible volonté politique de nos décideurs à l'accompagner, ou bien c'est une mauvaise volonté. C'est entre les trois. Mais une chose est sûre, les femmes, je vous rassure qu'elles sont déterminées et elles sont vraiment sur le terrain, elles sont en politique. Parce que vous avez eu la chance d'observer les meetings et autres, tout ça, les femmes sont là. Pour nous, il est important de s'organiser pour mieux affronter les élections municipales qui viennent. Le Conseil des femmes du Burkina CFB a vu le jour en 2014. Il a pour mission, entre autres, de veiller à la promotion des femmes en politique. Par conséquent, il s'est engagé à suivre l'évolution et l'organisation des élections législatives de novembre 2015. Autre point de l'actualité, l'expérience du Burkina Faso en matière de protection des données à caractère personnel fait école dans la sous-région. Une délégation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du Bénin séjourne depuis le 27 janvier au Burkina Faso. La délégation est venue s'enquérir de l'expérience de la CIL, la Commission de l'informatique et des libertés. Les échanges se sont soldés par la signature d'une convention de partenariat entre les deux structures. Mokhtar Ouedraogo et Mounira Kiri. La Commission nationale de l'informatique et des libertés du Bénin, CENIL, à l'école de la Commission de l'informatique et des libertés du Burkina, CIL. Une expérience qu'elle juge enrichissante au regard de l'ancienneté de la CIL en tant qu'autorité de protection des données à caractère personnel. Nous sommes imprégnés de l'expérience de la CIL du Burkina Faso et nous repartons d'ici très enrichis. Nous repartons d'ici avec beaucoup d'ambition. La CIL est notre devancière et nous voudrions faire comme elle et aller même au-delà. La protection des données à caractère personnel se fait au-delà des frontières du Burkina, a souligné la présidente de la CIL. C'est pourquoi un partenariat a été signé avec le Bénin à l'issue des échanges. Nous avons signé une convention de partenariat pour pouvoir échanger les bonnes pratiques en matière de protection des données et relativement au contrôle que nous avons à effectuer, relativement aux plaintes que nous avons à gérer et relativement à notre fonctionnement. La Commission de l'informatique et des libertés a été créée en 2004. Avant le Bénin, des pays comme le Mali, le Sénégal, le Gabon, le Niger et le Tchad sont déjà venus partager avec elle leurs expériences en matière de protection des données à caractère personnel.
Des contribuables burkinabés s'informent sur les modifications intervenues dans la loi de finances. La rencontre qui se tient à Ouagadougou depuis hier a été organisée par le cabinet Afrique juridique. L'objectif est d'amener les contribuables à maîtriser les implications fiscales de la loi de finances pour l'exécution du budget de l'État gestion 2016. Des précisions avec Moussa Ouedraogo et Estelle Judith Assorba. La loi de finances connaît depuis le 1er janvier 2016 des modifications. Au nombre de celles-ci, la possibilité offerte aux contribuables de faire des déclarations fiscales par des procédés électroniques et la soumission à l'impôt unique sur le traitement des indemnités parlementaires. Il est question à cette rencontre d'informer le contribuable sur ces différentes innovations. Ce qui revient en réalité remettre une justice sociale, en ce sens que si les petits revenus, dits revenus de subsistance, peuvent être imposés à une retenue à la source de 25%, il est quand même normal que dans ce dit état de droit, que des indemnités parlementaires soient imposées à l'UTS au même titre que tous les salaires du secteur privé et du secteur public. À ces innovations s'ajoutent les mesures nouvelles. Une mesure nouvelle qui vise à faciliter les opérations de mutation de propriété ou d'usufruit de droits immobiliers, de biens immobiliers, et qui était antérieurement assujetti à un droit proportionnel de 8%. Et la loi de finances gestion 2016 a institué un forfait. Donc de 300 000 francs pour les communes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso pour les terrains nus et de 500 000 francs pour ces mêmes communes pour les terrains bâtis. C'est l'administration fiscale qui se charge de l'exécution de cette loi. Le cabinet Afrique juridique et fiscale Conseil, lui, apporte ainsi sa contribution dans la mise en œuvre pratique de ces différentes modifications. Dans le cadre de ces journées portes ouvertes, Radio Burkina a organisé hier une conférence publique. La radio hier, aujourd'hui et demain, c'est le thème de cette conférence animée par le journaliste Baba Ama, parrain de ces journées et ancien directeur de Radio Burkina. Le conférencier a mesuré le chemin parcouru par ce média d'État depuis sa création en 1959. Des précisions avec Ibrahim Sombier et Bouma Ernest Nebi. Animée par Baba Ama, cette conférence qui a pour thème RTB Radio hier, aujourd'hui et demain a permis aux participants de se rendre compte de l'évolution de ce médium depuis sa création à nos jours. La RTB Radio a de beaux jours devant elle. Je pense qu'il lui suffira de capitaliser son expérience, de capitaliser son fort potentiel en matière de réseau. Il s'agirait également de mettre à profit son personnel, qui est quantitativement appréciable et également professionnellement qualifié pour le faire. Pour les anciens, cette radio qui demeure incontournable a fait des merveilles dans le temps. Des aînés qui ont aussi, au cours de cette conférence, prodigué des conseils en matière de traitement de l'information aux journalistes qui y travaillent. Je demanderai à nos plus jeunes de travailler l'information, de faire en sorte que les éditions soient moins courtes, c'est-à-dire qu'elles soient un peu plus longues, 20 à 30 minutes et non 10-15 minutes. Il faut aller au-delà. Tenir compte du fait que notre auditoire est constitué de gens qui n'ont pas été loin à l'école ou qui n'ont jamais été à l'école. Donc choisir des vocabulaires simples, des mots simples, des phrases courtes, en maîtrisant parfaitement la langue et surtout en faisant l'effort d'une diction impeccable. C'est une conférence publique qui s'inscrit dans le cadre des journées portes ouvertes de Radio Burkina. Parrainé par le conférencier Baba Aman, un ancien de la maison, ces journées portes ouvertes ont pour objectif de faire connaître ce médium de service public. On va parler sport à présent et je reçois sur ce plateau Lassina Sawadogo. Bonjour Lass. Bonjour Nathalie. Alors Asfa et Faux, le grand derby, c'est pour cet après-midi à 15h30 au stade du 4 août. Alors au regard de la petite forme de ces deux géants, est-ce que le Classico se porte bien son nom aujourd'hui Lass? Écoutez, un Classico va rester un Classico, quelle que soit la forme et de l'Asfa Enega et de l'État final de Ouagadougou, ça reste un Classico. Ça reste les deux équipes les plus populaires du Burkina Faso. Ça reste aussi les deux équipes les plus titrées, Nathalie. Le Faux a
13 titres, la Yenega a 13 titres. C'est tout vous dire un peu sur la rivalité légendaire qui est entre ces deux équipes-là. Et ce soir, vous l'avez dit, c'est vrai que l'Étoile filante de Ouagadougou est pour ce soir, avant la 10e journée, 5e, avec 13 points, à 5 points du leader. Et la Yenega est bien dans une position non moins satisfaisante de la 12e place avec 8 points, à 5 points de l'Étoile filante de Ouagadougou. C'est dire aussi, quand on regarde les dernières prestations de ces deux équipes, la Yenega a perdu à sa dernière sortie face au Santos FC sur le score de 2-1. Les Faux, après avoir été battu par le Santos, a battu le BPS de Koudougou. C'est dire que ces équipes-là, lorsqu'on regarde un peu la nomenclature, on peut se dire que l'Étoile filante de Ouagadougou part avec la petite faveur des pronostics. Mais comme l'a dit Nathalie, c'est un classico. Un classico, ça ne se joue pas, ça se gagne. Il faut être à fond, à 200% sur le terrain pour essayer de pouvoir mériter surtout de prendre les 3 points cet après-midi. D'accord, vous avez un peu répondu à ma prochaine question. J'allais vous demander de quel côté semblait pencher donc la balance de la victoire. Je vais vous le répéter, je vais vous le répéter parce qu'en conférence de presse d'avant-match, si c'est tenu jeudi, l'entraîneur de l'ASFA a dit qu'il a 5 absents, 5 joueurs blessés. C'est un handicap très énorme. À l'EFO, on a presque l'équipe au complet. C'est tout dit déjà sur le déséquilibre en termes d'effectifs. Mais c'est comme je l'ai dit, c'est un match qui permet aux joueurs de se surpasser. C'est un match qui permet aux joueurs d'être à 300% de leur capacité. C'est-à-dire que les joueurs qu'Isaac Akou et du côté de la Yenega va mettre sur le terrain tenteront de donner le meilleur d'eux-mêmes pour prendre le dessus. Les joueurs que Salif Sanou mettra sur le terrain du côté de l'EFO tenteront de donner le maximum d'eux-mêmes pour prendre le dessus du terrain. Surtout que déjà, au niveau des supporters, la fièvre a commencé à monter, la ferveur est là, et il faut être surtout à 15h30 au stade du 4 août pour suivre ce match ou être devant le petit écran Nathalie pour suivre ce match avec la RTB. Voilà, et justement à 15h30 au stade du 4 août, quels sont les prix d'entrée au stade? Écoutez, on avait cru qu'il y avait un prix d'entrée. Rassurez-vous, amis téléspectateurs, il n'y a pas de prix d'entrée pour ce match. La Fédération burkinabé de football et son sponsor ont décidé d'ouvrir grandement les portes du stade du 4 août pour vous offrir ce classico, nous on l'appelle désormais au service des sports, ce fascico pour coller au Burkina Faso. Ce fascico est entièrement gratuit pour vous, amis téléspectateurs. Il suffit de mettre un peu de carburant dans vos engins, de vous déplacer au stade du 4 août et puis de vivre ce qu'on espère être le renouveau du classico, parce que Nathalie, il y a des clubs désormais qui tapent à la porte et qui sont aussi désormais qui comptent dans le championnat. Il s'agit du RCK, il s'agit du RCB, il s'agit de l'USO, il s'agit de COSAF. Ce sont ces équipes-là qui essaient de venir un peu titiller les Faux et la Yenega qui sont en perte de vitesse. Mais un classico reste un classico. C'est bon de venir le voir. C'est bon aussi pour tous ces amoureux qui ont peut-être sans doute quitté un peu les gradins de revenir voir ce qu'est l'Étoile filante de Ouagadougou et ce qu'est la Yenega. D'accord, rendez-vous est donc pris pour 15h30. On va terminer. Vous avez une information. Une petite information. C'est une assemblée générale qui vient de se tenir aujourd'hui. Et puis c'est l'assemblée générale de l'association des anciens internationaux de football qui a donc renouvelé son bureau. Le désormais président s'appelle Ibrahim Traoré d'Ibaya, un ancien étalon donc qui prend la tête de cette association en remplacement du très gentleman Aruna Derme. Merci beaucoup Lassina pour ces informations. Vous restez avec nous. Comme tous les samedis, la revue de presse de cette édition est consacrée aux hebdomadaires. Les hebdos reviennent sur les attaques terroristes de Ouagadougou, l'attaque de Nimdi et les incendies constatés ces derniers jours au Burkina Faso. Autre fait à lire dans ces journaux, l'absentéisme de certains agents de l'administration. Des précisions avec Abdoul Rasmane Zongo. Le Burkina en insécurité tous azimuts, s'exclame l'hebdomadaire Gigi. Les forces du mal en action, renchérit le journal Actualité et qui relève attentat à Ouagadougou, prise d'otage à Djibo, incendie des marchés, attaque de l'ex-RSP. Dans la même veine, le journal satirique cite l'attaque de convoi de la gendarmerie, le drame de l'avenue Kwame Nkrumah, l'assaut du dépôt d'armes de Yindi, les actes de vandalisme et la série d'incendies. Et le journal invite les citoyens à redoubler de vigilance et les forces de défense et de sécurité à se réorganiser pour prendre en charge avec succès cette période d'incertitude. L'hebdomadaire Actualité nous rapporte également que certains bureaux sont abandonnés après 13 heures. En effet, notre confrère fait le constat que certains quittent habituellement les services après 13 heures et invitent le gouvernement à y veiller par conséquent. Des policiers plus racketteurs que contrôleurs remarquent également le journal Actualité.
Selon l'hebdomadaire Actualité, et dans la matinée du 15 janvier 2016, des policiers ont racketté 7 passagers qui étaient à défaut de pièces d'identité et à raison de 1000 francs par passager. Et aucun reçu ne fut délivré aux passagers. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon week-end à toutes et à tous.